Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien, on va aller très vite parce qu'il y a plein de petites choses à voir. D'abord, on va commencer par un gros morceau. Un gros morceau, c'est ce qui s'est passé depuis le début de semaine à propos d'un phénomène qui est très révélateur de la fragilité et même des failles du système boursier et plus particulièrement aux États-Unis avec Wall Street. Je veux parler de l'affaire de GameStop. Alors, qu'est-ce que c'est GameStop? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que peut-être vous en avez entendu parler, peut-être sans trop savoir de quoi il en retournait. GameStop, c'est une chaîne de magasins aux États-Unis qui vend essentiellement des produits liés aux jeux vidéo. Donc, ce sont des jeux vidéo, des consoles essentiellement. C'est aussi une diversification d'activités sur les produits dérivés concernant les jeux, mais aussi une partie aussi de produits dérivés du cinéma. C'est une des dernières chaînes aujourd'hui qui reste aux États-Unis qui s'occupe essentiellement de vendre des jeux vidéo, des consoles de jeux neufs ou occasion, comme d'ailleurs ce que l'on peut connaître aussi en France, où certaines boutiques, dans certaines grandes villes, se sont spécialisées justement dans cette activité. Sauf que même si on peut considérer qu'avec la pandémie, et je vais y revenir d'ici quelques instants, c'est une chaîne de magasins qui a plutôt tiré son épingle du jeu, pas suffisamment pour justifier ce qui vient de se passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, lundi, il se trouve que cette société, qui est cotée en bourse, eh bien son action a tout simplement grimpé. Grimpé de façon inexpliquée, et ce qui évidemment toute activité où tout d'un coup vous avez un phénomène spéculatif, évidemment ça attire non seulement les regards, mais ça attire également toutes les convoitises. Or, ce problème qui se pose avec GameStop, c'est qu'à un moment donné, lorsque l'action a commencé à grimper, je rappelle que sa cotation a atteint presque 430 fois sa valeur nominale, 430%, pardon, à un moment donné, il y a eu plusieurs arrêts pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, et au bout d'un certain moment, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, il y avait eu un phénomène spéculatif non justifié. Alors, à qui on doit évidemment ce problème? Eh bien, ce problème, on le doit à un organisme qui est une forme de forum, ce qu'on appelle un Reddit, sur Internet, qui à un moment donné s'est mis à spéculer sur un produit, mais une spéculation qui, comme je vous l'ai dit, a suscité à un moment donné des interrogations, parce que c'est comme si une entreprise qui n'a rien de spécifique, qui n'a rien de spécial, qui n'a rien annoncé de spécial, qui n'a aucune activité financière spécifique sur les marchés, etc. Et tout d'un coup, vous avez des gens qui se mettent à acheter en masse des titres de cette entreprise. Alors évidemment, pourquoi? Alors, c'est généralement ce genre de situation qui peut éventuellement amener tout de suite à réfléchir s'il n'y a pas un délit d'initié, c'est-à-dire qu'une information secrète qui aurait filtré et permettre à des gens de pouvoir commencer à acheter des titres d'une société qui va subir, je dis bien va subir un phénomène ou une actualité non négligeable qui pourrait éventuellement susciter un intérêt des marchés et faire augmenter le titre. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où des gens commencent à spéculer sur un titre avant même de savoir pourquoi ils spéculent à ce niveau, c'est forcément derrière, il y a un délit d'initié. Alors, ce Reddit, c'est Wall Street Bets, et Wall Street Bets, c'est en fait une sorte de forum dans lequel vous avez des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément des grosses fortunes, mais qui ont bien compris les rouages de la spéculation et s'amusent à spéculer, alors sur des petites sommes, etc. Et c'est souvent ces gens-là qu'on retrouve sur une application qui s'appelle Robinhood. Robinhood, c'est donc évidemment référence à Robin des Bois, et qui a cette particularité, c'est de vous offrir un service de trading gratuit. En échange, évidemment, Robinhood prend un certain pourcentage sur les gains que vous gagnez en boursicotant. Et c'est donc par l'intermédiaire de Robinhood que cette spéculation sur GameStop a commencé. Et eh bien, qu'est-ce qu'on peut évidemment se poser la question, c'est pourquoi? Eh bien, malheureusement, il se trouve que pour l'instant, on a plutôt tendance à dire que ça a été en fait une sorte de, comment dire,
de coup de poker. Voilà, ça a été peut-être un bluff commis par des gens qui finalement se sont amusés à essayer de spéculer sur un produit et voir si finalement le début de spéculation allait engendrer un intérêt des marchés et que des grosses entreprises, des gros investisseurs allaient suivre évidemment cette spéculation. Et donc on est en phase aujourd'hui de quelque chose qui évidemment inquiète, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui sur les marchés, vous avez une véritable volonté, une véritable voracité à vouloir absolument faire du gain avec tout et n'importe quoi, voire même du vent, et ça on en a déjà parlé, et peut à terme, si la spéculation n'est pas justifiée, eh bien engendrer de très lourdes pertes pour ceux qui ont suivi ce phénomène spéculatif, mais qui au final est un phénomène complètement inventé, qui est complètement virtuel, qui est complètement infondé, et peut très rapidement faire perdre beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a une information apparemment d'un employé de Robinhood, comme quoi les patrons de Robinhood ont été contactés par des instances, voire même subi des pressions de la part de la Maison Blanche pour immédiatement cesser les opérations sur le titre de GameStop. Et une enquête, évidemment, va être diligentée pour savoir finalement qu'est-ce qui s'est passé. Chose assez étrange et chose assez paradoxale d'ailleurs, c'est de se rendre compte que s'il y a eu un interventionnisme d'État, puisque c'est quand même la Maison Blanche, donc c'est l'administration américaine qui est intervenue, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Donc pour bien comprendre un petit peu la situation, je vais vous lire un article qui résume un peu la situation et le déroulé de cette mésaventure, et vous allez comprendre pourquoi finalement la Maison Blanche est assez rapidement intervenue. Le Nasdaq a interrompu ses échanges après que des dégénérés du net, parce que c'est ce qu'on appelle des dégénérés du net, c'est-à-dire c'est des petits spéculateurs qui sont un petit peu sans foi ni loi, considérés en tant que tels par les professionnels, ont vu Wall Street se préparer à faire un massacre, battre les traders à leur propre jeu et s'enrichir de manière dégoûtante tout en détruisant les principaux fonds spéculatifs américains. Bouclez vos ceintures. Nous surveillons activement les conversations sur les médias sociaux et nous arrêtons les actions si nous faisons correspondre des conversations à une activité inhabituelle sur les actions. A annoncé mercredi matin Adena Friedman, PDG de Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est un peu l'équivalent du CAC 40, si vous voulez, en France, au niveau de la bourse. S'adressant à CNBC, Madame Friedman a demandé que les régulateurs interviennent pour mettre fin à la manipulation qui a vu des investisseurs amateurs abandonner complètement l'un des principaux fonds spéculatifs américains, Melvin Capital, au bord de la faillite. À l'ouverture des marchés, Friedman a tenu sa parole et l'achat et la vente d'actions GameStop ont été interrompus par intermittence tout au long de la matinée, afin d'éviter les manipulations dont elle avait été avertie. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle panique à Wall Street pour une société de vente de jeux vidéo en faillite? Alors c'est vrai que GameStop est au même titre qu'un grand nombre de chaînes de magasins aux États-Unis, même si, comme je vous l'ai dit, elles tirent un petit peu profit de la situation, les chiffres d'affaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles pouvaient tirer à l'échelle nationale, au vu du fait que dans de grandes métropoles, il y a eu carrément un lockdown, et de ce fait, les magasins ont été fermés parce que considérés comme n'étant pas des magasins essentiels. Tirer profit d'une entreprise en difficulté peut sembler être une manœuvre habile ou l'incarnation du capitalisme des vautours. Alors, ce qu'on appelle les vautours, c'est tous ceux qui... c'est une image, en fait, vous savez, les vautours tournent autour d'une cible potentielle. Généralement, les vautours ne sont pas des chasseurs, ce sont des carnassiers, ce sont des charognards. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'une proie crève pour se substanter. Et bien dans le marché, dans la finance internationale, c'est pareil. Vous avez des sociétés qu'on appelle des sociétés vautours, parce que ce sont des sociétés qui attendent, voire même qui suscitent ou motivent la déchéance d'une entreprise pour, lorsque l'entreprise est vraiment au plus bas et carrément au trou, et bien tout d'un coup ça arriver et faire une proposition, évidemment une proposition qui n'est
plus du tout à la valeur de ce qu'aurait pu être l'entreprise si elle avait réussi à s'en sortir. Mais malheureusement, c'est par exemple ce qui s'est passé avec le Venezuela. Le Venezuela, vous avez l'autorité américaine qui a fait pression sur un certain nombre d'acteurs économiques, plus particulièrement d'investissement et de prêts auprès du Venezuela, et on fait en sorte que ces entreprises commencent à faire pression sur l'État pour rembourser. Et s'ils ne remboursaient pas, eh bien, on allait commencer tout simplement à foncer sur les valeurs que le Venezuela pouvait encore posséder. C'est, à titre d'exemple, vous avez un fameux bateau, alors je ne sais pas si vous connaissez les armadas qui sont organisées en France, à Rouen, Le Havre, Brest, etc. Et vous aviez un bateau qui venait assez régulièrement. Je crois me souvenir que c'est le Simon Bolivar, ou à moins que ça soit un autre navire. Enfin, c'est un bateau, c'est un voilier. Et ce voilier, eh bien, était saisi par l'entreprise avec laquelle le Venezuela avait évidemment des dettes. Eh bien, les entreprises vautours, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce sont des entreprises d'investissement, de fonds spéculatifs qui se chargent d'essayer soit de trouver ou d'inciter des entreprises à aller jusqu'à la faillite pour ensuite les racheter, évidemment pour presque un dollar symbolique, et après se récupérer finalement ce qu'il y a à récupérer. Mais c'est une pratique courante. Les principales sociétés d'investissement de Wall Street s'entraident même pour identifier les actions mûres pour la cueillette, comme on l'a fait Citron Research lorsqu'elle a jugé que GameStop était un détaillant en déclin dans un centre commercial. Citron Research et Melvin Capital ont tous deux acheté des dizaines de millions de dollars de propositions courtes sur GameStop, mais ont vite appris à leurs dépens qu'en manière de vente à découvert, il n'y a pas de limite à la somme d'argent que l'on peut perdre. C'est la grande liquidation. Les 2 millions de membres de la communauté Wall Street Bets. Alors Wall Street Bets, c'est un Reddit, une sorte de forum, si vous voulez, forum spécifique, se sont intéressés à GameStop en août dernier lorsqu'ils ont remarqué l'arrivée du cofondateur de Chevy, Ryan Cohen, dans le conseil d'administration et d'entreprise de vente en ligne de produits pour animaux domestiques, signalant qu'il y avait encore de la vie dans l'entreprise. Lorsqu'il a remarqué que Melvin Capital et Citron Research avaient acheté à découvert, ils ont décidé de commencer à acheter en augmentant la valeur de l'action, en partie pour faire de l'argent et en partie pour punir les fonds spéculatifs qui profitent de la spirale de la mort d'un magasin ancré dans leurs souvenirs d'enfance. En réalité, donc il serait question en fait d'une manipulation qui consistait tout simplement à essayer de redonner une valeur, mais une valeur injustifiée à l'action d'une entreprise, cette même entreprise qui était actuellement en l'état d'être rachetée pour 3 francs 6 sous par des spéculateurs, par des investisseurs. Et ce sont en fait finalement des petits qui, pour se venger de ces entreprises vautours, eh bien ont fait grimper l'action, mais évidemment grimper l'action de façon injustifiée. C'est comme si, par exemple, vous aviez une vente aux enchères sur une voiture complètement pourrie et que tout d'un coup, pour pouvoir vendre la voiture au meilleur prix, le vendeur s'arrange avec des gens dans l'assemblée pour faire grimper l'enchère, comme si cette voiture n'était pas aussi pourrie que ça, comme s'il y avait peut-être quelque chose dans cette voiture d'unique, de quelque chose de particulier, et qui lui permettrait à terme d'avoir une valeur. Et donc entraînant évidemment d'autres gens dans la mouvance, comme un effet domino, si vous voulez, et au final pour rien. C'est-à-dire que c'est une manipulation. En janvier, la valeur de GameStop est passée de 18 $ par action à 334 $ mercredi. Alors que les gestionnaires de fonds spéculatifs se plaignaient de se déchaîner à la télévision et sur Twitter, la communauté Wall Street Bets s'est retranchée et a continué à acheter. Les deux fonds ont pris une raclée et des rumeurs de faillite de Melvin Capital circulaient mardi. Le directeur de Melvin, Keb
Plotkin a déclaré à CNBC que ces rumeurs étaient fausses, mais que le fonds avait encore besoin d'un renflouement de près de 3 milliards de dollars pour couvrir ses pertes avant de fermer sa position cet après-midi. Andrew Left à Citron Research a déclaré mercredi qu'il avait réussi à clôturer sa position avant une perte de 100%. Et Melvin Capital, et c'est là que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'interventionnisme. Pourquoi finalement il y a un interventionnisme d'État? Eh bien, la société donc Melvin Capital, je vais chercher le nom. Eh bien, il y a une autre société qui a des billes dans cette société d'investissement, et il se trouve que cette société est celle dans laquelle se trouve un actionnaire du nom de Yellen. Ça vous dit quelque chose, Yellen? Oui, c'est elle. C'est la nouvelle secrétaire d'État au Trésor. Donc là, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire photo. On a appris aussi Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates au Parlement, a décidé tout simplement de lancer une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Mais donc avec des ventes à découvert en baisse de 6 milliards de dollars à partir de mardi, les dégénérés de Wall Street Bets ont affiché des captures d'écran et leurs soldes bancaires en hausse, se délectant de leur nouvelle richesse alors que Wall Street souffrait. Une personne aurait transformé 55 000 dollars en 13 millions de dollars, tandis qu'un autre affichait une capture d'écran et de ses 64 000 dollars de gains, annonçant « Je peux maintenant faire un chèque à ma mère et traiter ma sœur pour la maladie de Lyme. Cette année a été difficile, mais je suis très reconnaissant envers chacun d'entre vous. L'argent qui change la vie se transforme en argent qui change le destin. » Alors, pourquoi cette affaire elle a un tel retentissement? Tout simplement parce que finalement les grandes institutions financières, les grands organismes financiers, eh bien, se sont fait tout simplement avoir. C'est-à-dire qu'en fait, Wall Street, qui est aujourd'hui dans le système spéculatif, le système des marchés, qui aujourd'hui fonctionne de façon virtuelle, de façon très rapide, et n'hésite pas à tuer aujourd'hui, à tuer des économies, à tuer même beaucoup de social, c'est-à-dire pour permettre à des entreprises de garder une confiance dans les marchés, eh bien, ce sont des entreprises qui sont en train de fermer, qui sont en train de tuer des filiales, et donc par conséquent de mettre des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions de personnes au chômage. Tout ça pour préserver la confiance des marchés, préserver la dividende. Et bien à partir de là, vous comprenez que ça remue pas mal dans les brancards de ce qui vient de se passer, parce que finalement, c'est des petits qui viennent de mettre, finalement, excusez-moi l'expression, mais qui viennent de foutre le bordel. Et qui viennent de foutre le bordel en jouant le propre jeu de ce que les marchés sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire spéculer sur du vent. Je prends toujours l'exemple de Tesla, par exemple. Tesla aujourd'hui est Elon Musk est aujourd'hui l'homme le plus riche au monde, d'après ce que j'ai pu voir. Et pourtant, Tesla, c'est quoi? C'est rien. Je veux dire, à comparaison de production automobile avec des autres concessionnaires, avec des autres constructeurs, Tesla construit très très peu de voitures. En plus de ça, il y a beaucoup de polémiques sur la qualité de ces véhicules électriques. Et en plus de ça, ce sont des voitures qui ne sont pas du tout bon marché. C'est-à-dire que vous et moi, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de s'acheter une Tesla, si ce n'est prendre un crédit sur 20 ans. Enfin bon, et pourtant aujourd'hui, eh bien, on a une spéculation, on a un soutien du système boursier, du système financier sur Tesla, parce que c'est de la voiture électrique, et que c'est de l'anticipation sur un produit qui est un produit évidemment d'avenir, puisque la voiture électrique de toute façon on y viendra. Donc vous avez des tas d'investisseurs aujourd'hui qui ont investi sur un produit, sur une entreprise qui pour l'instant est très loin de satisfaire les conditions
requises pour estimer que cette entreprise a une valeur viable, a une valeur justifiée, mais voilà, on est sur le processus de spéculation, c'est-à-dire spéculer sur ce qui n'est pas à l'heure actuelle, ce qui n'est pas dans le présent une valeur réelle, mais qui peut le devenir. Mais en effet, voilà, c'est un pari en réalité. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est que de toute façon, aujourd'hui, depuis la fin des années 90, depuis le moment où aux États-Unis, en 1997, Bill Clinton a signé l'ordre de dérégulation qui a permis à des entreprises de ne plus se contenter de faire de l'activité propre, mais aussi de se permettre de faire de la diversification d'activités. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez banque de dépôt, vous faisiez des banques de dépôt, vous étiez banque d'investissement, vous faisiez de la banque d'investissement, mais vous ne pouviez pas faire les deux. Eh bien, depuis 97, on a la possibilité aujourd'hui de faire les deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous paraît un petit peu naturel, mais aujourd'hui c'est naturel de voir par exemple des assurances faire de la banque, des banques faire de l'assurance, des banques de dépôt faire de l'investissement, des banques d'investissement faire de la banque de dépôt, parce que comme ça on utilise les dépôts pour spéculer, voir des supermarchés faire aussi de la banque de crédit, voir des universités, voir des écoles, voire même des cabinets médicaux demain, vous permettent d'avoir une offre de crédit direct à la consommation pour pouvoir vous soigner, par exemple. C'est ce qui est en train de se mettre un petit peu en place. Donc, là, c'est véritablement un phénomène assez intéressant, parce que finalement, c'est d'où le paradoxe d'ailleurs de cette application par laquelle beaucoup de ces petits spéculateurs en herbe sont passés, qui est l'application Robinhood. Finalement, ça rejoint un petit peu l'histoire de Robin des Bois, c'est piquer aux riches pour donner aux pauvres. C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf qu'évidemment, dans l'univers de Wall Street, ça passe très très mal de s'être fait finalement berner comme des amateurs sur une telle opération. Alors évidemment, les conséquences que ça va avoir, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, aux États-Unis, le régulateur est en train de réfléchir s'il n'y a pas une possibilité aujourd'hui de jouer d'influence sur l'autorité américaine pour éventuellement développer des lois, pour essayer de développer une autorité, des outils afin d'interdire sur Internet ces informations qui s'échangent, ces fameux Reddit, ces fameux forums, voire même ces applications de spéculation pour des petits finalement. On a déjà évidemment la censure qui se met en route, puisque Facebook a déjà informé qu'ils avaient supprimé tous les groupes qui étaient liés évidemment à des activités liées à Wall Street Bets. Donc voilà, c'est une affaire. Alors évidemment, je sais que dans certains médias mainstream, on n'en a pas énormément parlé parce que c'est quelque chose d'assez particulier, c'est quelque chose d'assez technique, mais ça va forcément avoir un petit peu des conséquences parce que d'un côté, il y a quand même des gens qui se sont amusés à risquer de faire de la spéculation sur un produit qui n'était pas du tout un produit qui méritait d'être aussi sujet à un phénomène spéculatif. C'est-à-dire que, en réalité, ce sont des petits, comme vous et moi, qui se sont amusés à faire ce que des gros font depuis maintenant des années. Sauf que ils se sont viandés à plusieurs reprises et ils ont réclamé de l'argent du contribuable pour se renflouer. Voilà, c'est en fait une leçon de morale finalement qui vient de se produire avec cette affaire GameStop, sauf qu'évidemment, pour le grand public, on va essayer de faire passer ça comme étant un acte criminel, à proprement dit. Rendez-vous compte, vous avez des organismes spéculatifs qui ont perdu des millions de dollars, etc. C'est-à-dire qu'on va quasiment vous faire pleurer dans les chaumières parce que des organismes qui sont responsables, eux, de la mort de secteurs économiques, qui sont responsables de la mort d'entreprises, et donc ont jeté sur le bas-côté de la route, ont jeté au chômage, ont jeté dans la réussite sociale, ont éjecté de la réussite sociale un grand nombre de gens, ça ne les a pas dérangés, et là aujourd'hui on devrait pleurer à l'encontre de ces gens-là. Et bien moi je dis...
bravo les gars, vous avez fait un super bon coup et j'espère que vous ne serez pas les derniers parce que je pense qu'aujourd'hui, ce milieu de la finance qui s'est octroyé de plus en plus de pouvoir sur nos vies, hein, parce que c'est aujourd'hui, quoi que vous fassiez, de toute façon, si vous remontez la hiérarchie, si vous remontez les échelles, vous vous rendez compte assez rapidement que vous contribuez à enrichir les 1% à vos dépens. Hein, c'est-à-dire que c'est vous qui tapez toutes les contraintes et eux qui gagnent les intérêts. Donc cette affaire, peut-être qu'on en reparlera, mais évidemment, là, ça a secoué pas mal dans les brancards. Autre information sur laquelle je voulais partager avec vous, on a pu voir depuis son investiture, le 20 janvier dernier, Joe Biden, très médiatiquement, signer des ordres exécutifs, sauf que ça pose quand même un problème, et ça commence déjà un petit peu à jaser dans les milieux autorisés, c'est que quelques jours avant l'élection, lors d'une interview, Joe Biden avait déclaré « J'ai cette idée étrange, nous sommes une démocratie », a déclaré Biden, d'un ton sardonique, soulignant que certains de mes amis républicains et certains de mes amis démocrates disent parfois « Si vous ne pouvez pas obtenir les votes par décret, vous allez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire par décret à moins d'être un dictateur », a déclaré Joe Biden, ajoutant « Nous sommes une démocratie, nous avons besoin d'un consensus ». Eh bien, force est de constater que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, les consensus, il s'est un petit peu torché le cul avec. Et je peux même vous dire une chose très intéressante, c'est que le jour même de son investiture, c'est-à-dire le fin d'après-midi même, où il est entré dans le bureau ovale, Joe Biden a signé 19 ordres exécutifs. Depuis une semaine, il en a signé plus de 37. À savoir que il détient donc le record du président qui a signé le plus d'ordres exécutifs en moins d'une semaine. Il faut savoir que le record, malgré le fait des apparences que Biden ne sait même pas ce qu'il signe, il a déjà mis le stylo sur le papier 3 fois plus que les 4 présidents précédents combinés. Au cours de leur première semaine, Trump a signé 4 ordres exécutifs, Obama en avait signé 5 et George W. Bush en avait signé aucun, alors que Bill Clinton en avait signé 1. Alors, vous allez dire, mais ouais, peut-être que... c'est évidemment, sur les réseaux sociaux, on entend toujours le même argument, c'est pour dire, oui, mais ce sont des ordres exécutifs pour annuler les conneries de Donald Trump, etc. Alors, je vous invite, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il a signé. Il a signé, par exemple, renouer avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire qu'en effet, il a fait revenir les États-Unis dans l'OMS, ce que Donald Trump avait retiré. A créé un poste de coordinateur en réponse au Covid-19. C'est-à-dire que M. Fauci vient de se faire une petite augmentation de salaire non négligeable. Rejoindre l'accord de Paris sur le climat. Ça, évidemment, encore une fois de plus, c'est un contre-ordre qui vient s'ajouter à la décision de Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, révoquer le permis pour les pipelines Keystone XL, suspendre la location d'énergie à ANWR. Alors là, c'est un règlement de compte de société énergétique. Le Keystone XL, c'est ce fameux pipeline qui vient du Canada et qui, évidemment, vient de fâcher le gouvernement canadien qui vient de s'entendre dire que désolé, mais on a décidé finalement de couper le jus, c'est-à-dire que votre pétrole, vous allez le vendre peut-être à quelqu'un d'autre, mais nous, il est hors de question qu'on fasse circuler le pipeline à travers les États-Unis. Je rappelle, ce pipeline Keystone XL, c'était celui qui passait par l'Utah et qui avait soulevé évidemment toutes les polémiques et toutes les contestations de la part des natifs de façon justifiée. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est que ce genre d'ordre exécutif n'est pas fait dans un cadre humanitaire pour finalement sauver les territoires des natifs et pour des raisons écologiques. Non, c'est tout simplement que ça permet de sauver finalement le marché de M. Buffett, puisque M. Buffett, c'est lui qui possède l'entreprise qui s'occupait des transports ferroviaires du pétrole. Demander aux agences de prolonger les moratoires sur les expulsions et les saisies. Donc ça, c'est évidemment
un ordre exécutif qui s'applique par rapport à la situation à l'heure actuelle, c'est-à-dire tous les Américains qui sont en train, tout simplement, parce qu'ils n'ont plus de revenus, parce qu'ils n'ont plus de droits au chômage, etc., et bien ne touchent plus rien et sont en train de se faire virer de chez eux. Demander au département de l'éducation de prolonger la pause du prêt étudiant. C'est-à-dire ça, c'est un décret, en effet, encore une fois de plus, mais c'est un petit peu le bricolage, le bricolage temporaire qui ne va pas durer cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va demander de suspendre les règlements des prêts étudiants pour ceux qui sont vraiment dans la merde, mais on ne les annule pas. C'est-à-dire que ce n'est reculer pour mieux sauter, si vous voulez. Mais voilà, c'est un ordre exécutif qui fait plaisir pour l'instant, mais qui ne résout pas le problème. Lancer une initiative pour promouvoir l'équité raciale, mettre fin à la commission 1776. Promouvoir l'équité raciale, encore une fois de plus, oui, c'est très bien, mais après, il faut voir l'application. Quelle application on va en faire? Dans quelle mesure? Dans quelle réglementation? Puisque là, je rappelle, c'est un ordre exécutif. C'est-à-dire que là, ça ne passe pas par le Parlement. Donc là, il n'y a pas de débat. Révoquer une ordonnance qui vise à exclure les immigrants sans papier du recensement. Alors, là, on retrouve la volonté des démocrates d'essayer, à un moment donné, de permettre aux émigrés légaux, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, moi, qui suis un émigré légal, eh bien, de pouvoir voter à terme pour les élections. Ça, c'est le grand projet des démocrates, il faut le savoir, parmi d'autres. Préserver et fortifier le DACA, l'équivalent de l'aide aux mineurs isolés qui aident aux rêveurs. Alors, ce qu'on appelle les rêveurs, c'est ceux qui viennent aux États-Unis pour essayer de trouver le fameux rêve américain. Et donc, le DACA, c'est l'équivalent de ce qu'on a en France, c'est-à-dire les aides sociales attribuées aux mineurs isolés. Là encore, on est dans le social. Exiger des masques, distanciation sur toutes les propriétés fédérales et par les travailleurs fédéraux. C'est-à-dire que là, tous les lieux publics fédéraux et d'État, fédéraux par le décret, mais incitant les États à l'appliquer également dans chaque État, c'est-à-dire que là, cet ordre s'applique, si par exemple, moi, en Caroline du Nord, je vais au Trésor fédéral, par exemple, qui se trouve à Raleigh, eh bien, je suis obligé de porter le masque. Voilà, c'est histoire de vraiment commencer à mettre en place les premiers piliers de réglementation sanitaire obligatoire. Interdiction de voyager, inversement, ciblant principalement les pays musulmans. Là, on est évidemment sur une situation qui prépare certainement un troisième lockdown. Arrêter la construction du mur frontalier. Logique. Combattre la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre. Alors c'est cet article, c'est ce décret qui a fait un petit peu polémique dans la presse et les médias. Je rappelle, aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez dans certaines universités des jeunes étudiantes en section sportive qui, dans certaines compétitions, eh bien, ont envoyé des courriers, ont envoyé des lettres, ont fait des plaintes, parce que ces universités acceptent donc des transgenres dans les sections féminines. Le seul problème, c'est que même si on accepte l'idée de transgenre, homme qui est femme, même opéré, ça reste une morphologie d'homme, musculairement parlant. Donc évidemment, la morphologie masculine biologique, on va dire, reste prédominante et permet donc à ces personnes, dans des compétitions, de surpasser évidemment les jeunes femmes, les jeunes étudiantes dans les compétitions. Donc finalement, on commence à voir dans un certain nombre d'universités des transgenres qui sont en train de rafler toutes les récompenses et toutes les victoires. Donc là, ça pose, en effet, c'est le genre de problème que ça va poser. Et autrement, c'est un ordre exécutif qui, évidemment, rajoute, je dirais, une sorte de droit à revendiquer ou à se plaindre contre des organismes qui vous ont refusé
mais pour d'autres raisons que la raison de votre orientation sexuelle, de votre genre, etc. C'est-à-dire que là, encore une fois de plus, on refait la même erreur qu'on a fait depuis des dizaines d'années avec les Afro-Américains, c'est-à-dire qu'on a donné presque une sorte d'immunité aux transgenres, à tous les LGBT, etc., de s'obliger ou d'obliger les employeurs à les prendre, au-delà de leurs compétences. Et on va se retrouver en effet avec des gens qui vont être dans des entreprises pour leur genre et non pas pour leurs compétences. Et ça pose déjà le problème à beaucoup d'entreprises vis-à-vis des Afro-Américains. Vous avez également, alors arrêter la construction du mur frontal, ça j'ai vu, exiger un engagement éthique pour le personnel de l'exécutif. Engagement éthique, c'est un pléonasme, parce que évidemment c'est un ordre exécutif qui a pour but tout simplement de prolonger la chasse aux sorcières au sein même de l'exécutif contre les Trumpistes. Voilà, c'est très clairement affiché. Étendre la protection contre la déportation des Libériens aux États-Unis. Alors parce que oui, il y a un accord, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent du Libéria aux États-Unis suivant des accords, parce que vous savez que bon, je ne vais pas refaire l'histoire du Libéria, vous regarderez sur Wikipédia. Donc là, c'est un décret qui est assez spécifique à une situation migratoire particulière. Révoquer certains décrets concernant la réglementation fédérale. Bah là, évidemment, hein. Là, c'est carrément les ordres de Trump qui sont visés. Gérer toute réglementation nouvelle ou en attente, c'est-à-dire que là, c'est un décret qui bloque tous les ordres exécutifs en cours de traitement et qui ont été signés par Trump. Combler les pénuries d'approvisionnement en combat contre le Covid-19 avec la loi sur la production de défense d'autres mesures. C'est-à-dire que là, il y a en effet une volonté absolument de sauver l'économie. Là, ce sont tous les acteurs économiques qui sont derrière et qui font pression pour augmenter toutes les chances de revenir à une situation normale aux États-Unis, vu que là, on est totalement dans l'inverse, c'est-à-dire que là, on a des taux de positivité qui augmentent. Et en plus de ça, évidemment, le gros danger et la grosse peur des Américains, c'est le développement des déviants aux États-Unis. Augmenter le remboursement de la FEMA aux États-Unis pour la garde nationale et les épis. Alors là, encore une fois de plus, c'est en prévision. En prévision de catastrophes naturelles, sanitaires ou autres. Je vous laisse deviner lesquelles. Mettre en place un conseil de dépistage des pandémies Covid-19, étendre les tests. Donc là, c'est-à-dire que là, c'est un ordre qui est on va dire une antichambre de, éventuellement, demain, voir apparaître des lois qui vont obliger le test obligatoire. Alors, test obligatoire pour les entreprises, etc. C'est-à-dire que moi, si demain les cinémas réouvrent, je serai soumis à être obligé de me faire tester. Mettre en place un conseil de dépistage pour s'agir, renforcer l'accès au traitement Covid-19 et aux soins cliniques, ça là-dessus on est d'accord, améliorer la collecte et l'analyse des données liées au Covid pour éviter en effet de se retrouver encore une fois de plus dans des situations ubuesques et avoir un contrôle sur les données. Et d'ailleurs, je tiens à signaler pour la petite anecdote, c'est que le fameux site VIRS qui rassemblait l'ensemble des données, des retours sur les effets secondaires, voire effets indésirables, voire les décès qui pourraient, je dis bien pourraient être en lien avec la vaccination, est en dérangement. On se demande bien pourquoi. Je crois que j'avais mis peut-être le lien dans une vidéo, j'essaierai de vous le remettre là dans cette vidéo-là pour que voir peut-être si désormais le site est de nouveau disponible. Organiser une campagne de vaccination en milieu d'objectifs tels que 100 millions de tirs sur les 100 jours, c'est une des propositions de Biden, d'arriver à 100 millions de personnes vaccinées en 100 jours, fournir des conseils sur la réouverture des écoles en toute sécurité, un ordre exécutif sur le conseil de l'OS
OSHA pour protéger les travailleurs du Covid-19. Là, c'est pour évidemment compenser tous les secteurs d'activité qui sont actuellement bloqués, évidemment, à cause des fermetures par la pandémie. Exiger des masques faciaux dans les aéroports et autres modes de transport. Mettre en place un groupe de travail sur l'équité en santé de Covid-19, soutenir la réponse internationale au Covid-19, restaurer le leadership mondial des États-Unis. Pas besoin de vous expliquer. Demander aux agences de stimuler l'aide alimentaire, d'améliorer la prestation des contrôles de relance, rétablir le pouvoir de négociation collective des travailleurs fédéraux, abrogation de l'interdiction des personnes transgenres servant ouvertement dans l'armée américaine. C'est-à-dire que là, encore une fois de plus, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'on ne va pas, en effet, Donald Trump avait interdit les transgenres, ce qui est un peu ridicule. Mais le problème, c'est qu'on en revient toujours, je dirais, à la personnalité, finalement, des individus. C'est-à-dire que on ne va pas interdire à des transgenres de pouvoir rentrer dans l'armée, faire une carrière dans l'armée. Alors, l'armée, c'est pas forcément être dans l'infanterie, hein, mais en effet, vous faites vos classes, vous faites des entraînements militaires, vous faites des opérations, mais après, vous pouvez avoir des plans de carrière. Et puis surtout, l'armée américaine, c'est comme l'armée française, c'est que ça peut permettre à des jeunes de pouvoir se voir financer leurs études dont ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont issus de familles trop modestes, ou pas d'argent, etc. Donc, avoir interdit les transgenres dans l'armée américaine, c'était une forme de discrimination évidente. Après, le problème, c'est que ça ne veut pas dire que l'armée n'a pas le droit de refuser des individus s'ils estiment que ces individus ne sont pas propices, de par leur personnalité, de par leur caractère ou de par leur attitude, à pouvoir intégrer le régime militaire américain. Et c'est là que ça va poser problème parce que, comme dans beaucoup de domaines, malheureusement, on est confronté souvent à des gens qui, parce qu'ils sont refoulés, mais qui sont refoulés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont refoulés, et à juste titre, eh bien, décident de porter plainte contre l'organisme qui les a refusés. Et ça, malheureusement, bon, en général, ça se traite de façon juridique, de façon sensée, mais il y a des fois, malheureusement, des juges très consensuels qui, justement, ont des ambitions politiques et jouent la carte de défendre l'idéologie LGBT et oblige des organismes à accepter des gens qui au final vont être des véritables boulets dans ces entreprises et des boulets aussi dans l'armée. Donc ça, voilà, ça c'est... je dirais ça nécessite après derrière dans l'organisation et dans la logistique d'avoir des gens sensés, des gens réfléchis, des gens intelligents pour gérer la chose de façon justement avec raison et bon sens. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout, et surtout quand vous avez des mouvances idéologiques qui pressent au portillon de plus en plus, un peu partout dans beaucoup de secteurs, ils n'attendent que ça, de sauter sur l'occasion de faire des scandales pour glisser encore plus, et je dirais influencer encore plus les politiques, les politiciens dans leur voie, dans leurs orientations. Et enfin, renforcer les règles d'achat américains dans les marchés publics. Là encore, hein, c'est vraiment un truc spécifique aux activités administratives américaines. Donc vous voyez, majoritairement, ce sont quand même des ordres exécutifs qui sont plutôt spécifiques à remettre en place des structures, à remettre en place des procédures liées plus ou moins à l'idéologie progressiste, etc. Mais le fait est, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui auraient nécessité peut-être un débat. Et bien là, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas, puisque c'est des ordres exécutifs. Et c'est justement le paradoxe, c'est d'avoir Biden qui a affirmé que l'usage excessif de l'ordre exécutif, c'est finalement une voie vers la dictature, et qu'il faut essayer quand même de trouver des consensus, et le consensus, c'est évidemment passer par le Parlement. Et bien là, force est de constater que Joe Biden, il se torche le cul avec. Donc on peut dire que là, l'administration Biden, elle commence bien. Et enfin, je vais terminer avec l'allocution de notre président Emmanuel Macron à la réunion
virtuel du forum de Davos. Et son intervention, alors je ne vais pas vous faire un détail, décortiquer un peu tout ce qu'il a dit, je peux simplement vous donner 6 points sur lesquels évidemment il a bien insisté dans cette conversation qu'il a eue justement avec Schwab. Il a insisté donc sur la mondialisation jusqu'au boutiste. Donc mondialisation jusqu'au boutiste, ça veut dire se donner tous les moyens possibles et imaginables pour arriver à nos fins. Transformation de l'épargne, c'est-à-dire à terme empêcher les gens de mettre de l'argent de côté. Parce que l'argent de côté, c'est de l'argent qui dort. Donc il faut récupérer cette épargne, il faut récupérer ce patrimoine financier que les gens mettent de côté pour s'en servir pour des entreprises, pour de la spéculation, etc. C'est-à-dire que c'est comme si demain votre patron vous donnait un billet de 10 $, et ce 10 $ vous le mettez dans la tirelire, mais qu'avant même que vous le mettiez dans votre tirelire, la banque casse la tirelire, vous dit « Ah, votre tirelire elle est cassée, donnez-nous les 10 $, comme ça nous on a une promesse de vous garder vos 10 $. » Et puis les 10 $, la banque elle va s'en servir pour essayer de spéculer sur les marchés. Dérégulation des budgets d'État. Dérégulation des budgets d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est permettre d'un côté à des organismes comme l'Union européenne d'avoir plus de pouvoir pour dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, et éventuellement permettre à un État de faire ce qu'il veut dans la mesure de l'intérêt politique de l'Union européenne. Intervention étatique dans la stratégie des entreprises. C'est-à-dire permettre à l'État, tout simplement, je dirais, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'interventionnisme, c'est pas légaliser l'interventionnisme d'État dans les entreprises privées, c'est en réalité donner l'illusion au peuple que l'État va devoir reprendre son pouvoir d'État-providence, mais en réalité, pour permettre aussi à l'État d'avoir plus de liberté pour aider des entreprises. Vous voyez la subtilité. C'est-à-dire que l'idée d'intervention étatique dans la stratégie des entreprises, c'est pour vous, petit peuple, dire voilà, on voudrait avoir des outils pour permettre de gronder les entreprises qui font des profits mais qui ferment des entreprises et qui mettent des gens au chômage, etc. Eh bien, on doit pouvoir intervenir. Alors qu'en réalité, non. Ils ne le feront pas. C'est l'inverse qu'ils vont faire. C'est utiliser votre argent, l'argent du contribuable, pour aider des entreprises à s'enrichir plus. Par défaut d'activité, d'entreprise, par défaut de marché qui n'arrive pas à décoller, etc. Voilà. C'est aussi ça, l'interventionnisme d'État. C'est pas obliger des entreprises à jouer loyal et éthique, c'est aussi utiliser l'argent du contribuable pour aider les copains à gonfler les chiffres d'affaires et les capitaux. Et donc, étatisation de l'innovation. Étatisation de l'innovation, c'est-à-dire tout simplement permettre à l'État d'avoir la main mise, on va dire, sur des nouvelles façons de faire, sur des nouvelles technologies, sur des nouvelles stratégies, etc. Mais encore une fois de plus, c'est pas de la nationalisation proprement dit, c'est la capacité à donner à un État d'utiliser l'argent du contribuable pour aider les entreprises à l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation passe par des entreprises sont obligées de suivre quand même le filon normal, c'est-à-dire d'avoir des investisseurs. Les investisseurs, c'est des banques, c'est des crédits, c'est des investisseurs privés, etc. Mais c'est pas l'État. L'État aujourd'hui n'investit pas dans des entreprises, ou très peu, ou alors c'est des entreprises plus ou moins semi-publiques. D'accord? Eh bien, avec cette notion d'étatisation de l'innovation, ça va permettre à l'argent du contribuable d'être utilisé pour aider des entreprises à se créer. Mais évidemment, pas la vôtre. Pas celle que vous avez l'idée de créer, même si vous avez l'idée géniale d'avoir une activité qui rentre parfaitement dans l'idéologie, dans la politique, de sauver l'environnement, etc. Non, non. C'est toujours les mêmes. C'est les grosses entreprises, c'est les grosses banques, c'est les grosses sociétés d'investissement
qui, au lieu de prendre le risque elle-même d'investir, eh bien, va utiliser l'argent du contribuable pour créer de l'innovation. Vous voyez un peu le truc, hein, alors évidemment, vu de la part de Macron, c'est bien emballé. C'est emballé dans l'esprit de faire comprendre aux gens qui l'écoutent que voilà, nous voulons nous efforcer de mettre l'État en avant pour contribuer un peu plus, pour participer un peu plus, à aider, à innover, à investir, à développer. Alors qu'en réalité, non. C'est pour permettre aux copains d'avoir une mainmise, c'est-à-dire d'élargir encore plus les tentacules de la pieuvre pour mettre la main sur des secteurs d'activité, sur des petites entreprises, sur des innovations, etc. Vous qui avez une géniale idée, la géniale idée dont je vous ai parlé, que vous voulez monter une entreprise, etc., eh bien, ça permettra à un moment donné, c'est l'État de dire « Ok, on vous aide, on injecte, etc. » Et dans 6 mois, on se rend compte, on se voit comment ça marche. Si dans 1 an, vous commencez à bien marcher, et dans 2 ans, là, vous multipliez votre chiffre par 200%, et bien tout d'un coup, l'État, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faciliter le fait, de vous couper l'herbe sous le pied. Seulement le brevet, l'activité, l'idée que vous avez eue, va être refilée aux copains, c'est-à-dire les grosses entreprises. C'est le projet, hein. On ne veut pas laisser des gens du peuple avoir des bonnes idées. On ne veut pas laisser les gens du peuple d'avoir des capacités, des moyens de développer des entreprises, des idées, des concepts, qui pourraient menacer à terme les monopoles de ces grandes entreprises. Elles sont déjà dans la merde. Donc on est bien d'accord, vous comprenez un petit peu le phénomène. Donc voilà l'intervention de M. Macron dans ce premier forum économique de Davos. Suivez un petit peu l'actualité parce que les choses commencent un petit peu à se positionner. Pour l'instant, je crois que le confinement n'a toujours pas été déclaré en France, mais ça ne saurait tarder. On a vu évidemment des manifestations qui continuent en Grèce, en Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les médias commencent à prendre un petit peu de recul parce qu'ils se disent tiens, finalement, c'est peut-être pas des manifestations qui ont foutu le bordel, ce serait bien des gens mal intentionnés, ce qu'on appelle en France des casseurs, plus communément appelés. Et enfin, la tension commence à monter de plus en plus. Et ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte qu'en Europe, déjà, un certain nombre de pays qui ont pris déjà des mesures un petit peu plus drastiques sont aujourd'hui donc confrontés à des manifestations, à des contestations. Et la France est un petit peu à la traîne. Donc forcément, le confinement va forcément arriver tôt ou tard. Si ce n'est, voilà, de suivre un petit peu l'actualité de ce qui est en train de se passer. Je rappelle que j'avais dit dans une vidéo que pour moi, si jamais on voulait essayer de mettre un petit peu le feu quelque part pour justifier une quelconque guerre ou relancer un petit peu la machine d'un conflit, etc., j'avais parlé de l'Ukraine. Eh bien, il se trouve qu'actuellement en Ukraine, on commence en effet à voir les choses un peu bouger, mais pas bouger dans le bon sens et dans l'intérêt de l'Ukraine. On voit les choses un petit peu bouger dans plutôt l'intérêt de voir de la sécession, tout simplement, c'est-à-dire une fracture, voir l'Ukraine se fracturer. Et je terminerai avec les fameuses manifestations qui ont eu lieu pour les pro-nalvanistes, comme on pourrait les appeler. J'ai eu un commentaire en disant « oui, vous refusez d'admettre que Poutine est ceci, Poutine est cela, machin ». Et j'essayais toujours d'expliquer aux gens, j'ai dit « mais attendez, vous comparez la Russie à la France, vous comparez la Russie à vos idées et à vos opinions d'une république, d'une démocratie, du droit de l'homiste, etc. Comprenez bien qu'il y a des pays où la culture, où l'histoire est totalement différente, que la structure même du peuple de ces pays est différente, que les approches, que les problèmes, que les facilités sont différentes, et que par conséquent le mode de gestion de ces pays nécessite une façon de gouverner différente de ce que l'on conçoit dans nos pays démocratiques. Et de ce fait, évidemment, Poutine n'est pas du tout un exemple à suivre parce qu'il fait des choix, il prend des décisions qui vont à l'encontre de ce que nous considérons être dans l'ordre des choses, de la logique humaine et droit de l'homiste. Sauf que dans son pays, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme la Chine, c'est pareil. Je ne dis pas que ces régimes sont bien,
Je dis simplement, c'est qu'ils sont adaptés à la condition d'histoire, à la condition civilisationnelle, à la condition sociétale, à la condition économique, et aux spécificités même de ces éléments au sein même de ces pays. Alors, après, on pourra dire ce qu'on voulait, on pourra dire oui, mais alors ces pays peut-être en effet pourraient mieux vivre dans des vraies démocraties. Si vous êtes un peu conscient de l'état des démocraties aujourd'hui dans le monde, excusez-moi du peu, mais j'ai la légitimité de poser la question, est-ce que quelque part il n'y aurait pas encore des choses à voir et à revoir en matière de démocratie avant de commencer à légitimer, de les promouvoir et de les obliger dans d'autres pays? Ça, c'est la question. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous, petite cloche, ça fait toujours plaisir.